grand merci à toi et au cercle et au comité de m'accueillir ce soir avec les 6 personnes qui sont venues, qui sont dans ce livre. Si ce n'est pas 7 comme initialement prévu, puisqu'une des personnes a dû s'excuser en raison d'une maladie. Comme tu l'as dit, Enza, l'objectif de réunir Genève internationale et Genève locale, pour moi, était absolument indispensable quand j'ai écrit ce livre. Je voulais absolument réunir ces deux Genève qu'on sépare un petit peu trop souvent et qui sont souvent séparées dans la réalité. Et voilà, c'est juste magnifique d'en voir 6 aujourd'hui avec nous, enfin même plus, parce qu'il y en a 3 qui ne prendront pas la parole ce soir. C'est très émouvant parce que chacun vient à des origines d'un pays différent. Et pour moi, c'est ça, Genève internationale, c'est ce que je voulais montrer. Je ne voulais pas parler des organisations internationales que les jeunes voient, sont censés connaître aussi bien que les gens qui vivent dans d'autres pays. Et donc voilà, alors ce soir, je vais vous passer la parole très vite. On va y aller par ordre alphabétique, du coup, parce que c'est l'ordre qu'on a choisi avec Enza. 5 minutes seulement. Enza m'a donné un truc, ça s'adresse à tout le monde qui est dans cette pièce ce soir. Après 5 minutes, vous devez applaudir pour que la personne s'arrête. C'est un peu rude, mais voilà, c'est comme ça, 5 minutes par personne. Donc, le premier qui va ouvrir les feux, c'est Abdul Karu, qui est juste ici, sa épouse, et sa petite fille. Je vous présente tous. Donc, Abdul est avocat, ancien footballeur professionnel, un parcours extraordinaire, je trouve. Il ouvre le livre avec une photo en plus géniale. L'ordre alphabétique, ça va être ensuite Alix, non, excuse-moi, Ayla, qui est ici même, qui vient originellement de Bosnie, Herzégovine, et qui a beaucoup travaillé avec les réfugiés à Genève. Ensuite, Alix, qui est là avec sa magnifique chemise. Il a mis toutes les remarques ce soir. Alix est danseur, qui m'a fait découvrir le crump, qui est une danse dont il vous parlera mieux que moi. Qu'est-ce que je voulais dire, qui est multiple champion européen. Enfin, tu vas en parler aussi tout à l'heure. Ensuite, on va avoir Alejandro, qui est ici, qui est un spécialiste de développement durable et qui a lancé une plateforme qui s'appelle Africa 21, donc très actif en Afrique, qui est un boulot juste énorme aussi. Et puis, Amjad, qui est ici à ma gauche, qui est archéologue d'origine syrienne et qui aura beaucoup à nous raconter, non seulement sur le travail qu'il fait dans le désert syrien, mais en plus aujourd'hui avec la situation. Je pense que ça sera très intéressant de t'écouter sur les conditions des fouilles dans un pays qui est bien affaibli et bien dominé. Et puis pour terminer, on aura Anki, qui est ici, qui elle a lancé c'est une ONG, Fight for Humanity, qui dialogue en fait avec des groupes armés rebelles, donc qui fait un petit peu le trait d'union entre les États et ces groupes armés. C'est un travail extraordinaire. Je suis en train de lire la biographie de son prénom de chien. Non, la biographie d'Elisabeth de Crète, enfin, tu nous en parleras aussi après. Je vous laisse la parole à chacun. Abdul, je te laisse commencer. L'entreprise pour l'invitation. Donc, je ne sais pas si c'est un cadeau, il me met tout le temps premier. Ça me met énormément de pression quand il m'a dit j'ai choisi arbitrairement l'ordre alphabétique des prénoms qui fait ça. Pour mon livre, du coup, t'es le premier. Je dis bon, voilà. C'est un grand honneur, mais aussi beaucoup de pression. Donc, comme Zaïd vous l'a dit, moi je suis originaire de Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest. Je suis né au Portugal, je suis venu en Suisse très tôt, à l'âge de 5 ans, pour suivre ma mère qui immigrait ici, comme l'histoire de beaucoup de jeunes immigrés de Suisse. J'ai grandi en Valais, donc pas à Genève, je ne suis pas un Genevois de base, de souche, comme on va le dire, mais un Valaisan. Comme peut-être vous l'avez pu voir dans le livre, comme
comme ça ressort un petit peu de ma photo, j'ai fait du football professionnel avant de changer de carrière, mais j'ai fait du football professionnel et ça m'a emmené notamment à pouvoir jouer avec mon équipe nationale de la Guinée-Bissau. Donc en 2010, j'ai eu la chance de faire 2 matchs internationaux avec l'équipe nationale, qui était une expérience exceptionnelle pour moi. Ensuite, à l'âge de 26 ans, j'ai décidé de changer de carrière parce que le football ne me donnait plus la satisfaction que je voulais et les perspectives que je voulais. J'ai donc débuté des études de droit à l'Université de Genève. Aujourd'hui, je suis avocat à Genève depuis un peu plus de 3 ans. Mais pour coller un petit peu au propos du livre de Zahi, quand il est venu me voir, je me suis dit, mais pourquoi il s'intéresse à moi? Il veut faire des connexions entre la Genève internationale, la Genève locale. Moi, je ne suis pas genevois de base, donc Genève locale, pas grand-chose. Je n'ai pas de grandes interactions avec la Genève internationale, donc je me suis un peu demandé. Mais il m'a dit, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu des personnes qui peuplent Genève et qui lui donnent cette notion internationale de par leur vécu, de par leurs activités et de par leur sensibilité. Et ça m'a parlé parce que je me définis comme quelqu'un d'éminemment, comme on dit un petit peu l'expression un petit peu fourvoyée, mais un citoyen du monde. Je suis originaire d'Afrique, grandi en Europe. Ma famille est un petit peu splittée aux 4 coins de l'Europe et du monde, donc je me déplace beaucoup, ne serait-ce que pour les visiter. J'ai eu la chance d'avoir une expérience internationale par le football, par les études également. Parce que pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un échange aux États-Unis à la Harvard Law School. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de la puissance de la Genève internationale. Parce que quand je disais là-bas que j'étais de Genève, ou de l'Université de Genève, je n'avais pas besoin d'expliquer davantage. Les gens avaient tous une notion de ce qu'était Genève, de ce que faisait Genève, de ce que représentait Genève pour tel ou tel aspect, que ce soit politique, que ce soit humanitaire, que ce soit diplomatique. Et donc j'ai vraiment pris la mesure de l'importance de la ville de Genève pour des projets, si tant est qu'on a l'énergie et l'envie de le faire, on peut vraiment se servir de Genève, du terreau qu'offre Genève, pour mener à bien des projets à l'international parce qu'on a une aura et on a vraiment une signification à l'étranger. Donc de retour à Genève, quand j'ai obtenu mon brevet, j'ai décidé de m'impliquer en dehors de mon activité d'avocat au sein de l'Ordre des avocats, et plus particulièrement au sein de la Commission des droits de l'homme de l'Ordre des avocats, à laquelle je siège maintenant depuis un peu plus de 3 ans, 4 ans même. Et ça me permet, au-delà de mon activité ordinaire, d'être en contact, alors de faire de l'associatif, d'être en contact avec des problématiques d'ordre international, avec les ONG, les organisations internationales de Genève. Et depuis 2 ans maintenant, je coordonne ce qu'on appelle la plateforme pro bono au sein de la Commission des droits de l'homme, de l'Ordre des avocats, dont le but est de mettre en contact des organisations internationales, des ONG, des associations qui... Alors on doit m'applaudir, je crois. Non, on montre le chrono, 30 secondes, j'ai terminé, c'est parfait. On met en contact des ONG qui ont besoin de conseils juridiques, qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer immédiatement, qui veulent soit s'installer à Genève, soit ont des problématiques de droit associatif ou autres, droit du travail, etc. Mais le critère, c'est ONG internationale avec une activité dans le domaine des droits de l'homme. C'est strict. Je dirais quand même un dernier mot. Merci beaucoup, Zahi.
c'est un honneur, un privilège, c'est un travail de titan qu'il a accompli. Il l'a accompli avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'énergie, et je trouve que le travail final est exceptionnel. Donc bravo et merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par les remerciements. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'être dans ce livre, d'être ici ce soir, de rencontrer tous ces gens. J'ai déjà été dit, moi je viens de Bosnie-Herzégovine, je suis née en 92. Je suis arrivée en Suisse en 1994 en tant que réfugiée politique. Donc mes parents ont fui la guerre qui s'évitait à cette époque en Bosnie. Et ça a eu un immense impact sur tout mon parcours et ce que je fais aujourd'hui encore. De manière très concrète, je viens d'une petite ville qui s'appelle Prijedor, qui est au nord du pays, qui est tombée très vite. Dans ma ville, il a été ordonné aux personnes qui étaient musulmanes, qui étaient croates, d'apposer un brassard blanc à leur bras, de mettre un drap à leur fenêtre, pour marquer le fait qu'ils n'étaient pas serbes ou qu'ils n'appartenaient pas à cette idéologie extrémiste. C'est des gens qui ont été chassés, enfermés dans des camps, torturés, violés. Une bonne partie de ma famille est passée par là. C'est quelque chose, comme vous voyez, qui me touche encore. J'ai grandi avec des gens qui ont été traumatisés par la guerre. Ça a énormément marqué mon parcours parce que j'ai vraiment eu besoin de comprendre en fait ce qui s'était passé. Et je suis quelqu'un de très empathique. Je suis quelqu'un qui croit vraiment dans la bienveillance parce que je pense que je suis quelqu'un de bienveillant. Et j'ai du mal à croire qu'il existe vraiment une noirceur qui puisse tout d'un coup expliquer que des voisins se retournent les uns contre les autres et que ce soit quelque chose de normal. Donc j'ai vraiment eu besoin de rationaliser toutes ces choses-là, ce qui fait que j'ai étudié les relations internationales. J'ai ensuite enchaîné avec un master en sciences politiques qui m'a permis de comprendre énormément de choses, de rationaliser beaucoup de choses, de me dire que peut-être que moi aussi, à la place des bourreaux d'hier, j'aurais été un bourreau. Ça permet de relativiser énormément de choses. Dans le cadre de mon parcours migratoire, et au moment où Zali en fait, m'a rencontré, je faisais un stage à l'Hospice Général, où je travaillais avec des populations migrantes, donc des réfugiés, avec des parcours très divers, très variés, qui parfois aussi résonnaient avec le mien. Et ça m'a permis de revenir sur beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses de ce que mes parents ont vécu, de ce que moi aussi j'ai vécu en fait, indirectement en tant qu'enfant, qu'on ne comprend pas forcément au moment où on les vit. De l'autre côté, je pense que j'ai aussi peut-être au sein des populations qui arrivaient de manière très récente aussi cassé quelques préjugés parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un qui vient du Moyen-Orient ou d'Érythrée rencontre une musulmane aux yeux bleus, blonde. C'est pas tous les jours aussi que il rencontre aussi quelqu'un de peut-être voilà, qui vient d'Europe mais qui a aussi connu la guerre et puis une guerre comme celle qui a été en Bosnie. Donc je me suis nourrie de cette expérience. Je pense aussi que j'ai eu mon petit impact à ce niveau-là. Peu de temps après, j'ai eu l'occasion de partir en Bosnie. C'était mon rêve, c'était de repartir là-bas. C'était très idéaliste de ma part, parce que j'avais en tête un pays dont on a parlé, qu'on a beaucoup idéalisé, et quand j'ai vu ce que c'était, et la corruption qui régnait, le népotisme, les problèmes qu'il y a encore, parce qu'au moment de la guerre, il y a eu l'accord de paix de Dayton qui a scindé le pays en deux. 49% du territoire a été accordé à la République serbe, et 51% à la fédération dite croato-musulmane. Et moi, je me trouve, en fait, ma ville, ma maison, ma famille est dans la partie dite République serbe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment où ma ville est tombée en 92, les choses que je vous ai dites, ça peut vous faire penser, pour le qualifier clairement, à l'Holocauste. 4 ans après, finalement, l'idéologie politique qui se cache derrière tout ça, elle va donner clairement naissance au génocide de Srebrenica. Donc c'est quelque chose qui a été aussi reconnu sur le plan international. On lutte, et je dis on parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose dans le cadre duquel je suis très active, pour le fait que ce soit pas nié. On ne lutte pas pour la reconnaissance, on lutte contre le négationnisme. Et au travers de mes expériences après, lorsque je suis revenue à Sarajevo, on m'a pas mal fait comprendre que j'étais très suisse en fait. Et ça a été une vraie révélation pour moi parce que du coup j'ai construit tout mon parcours par le fait que j'étais un étranger à Genève. Et tout d'un coup, en fait, on me disait constamment que j'étais suisse, que j'étais suisse, que j'étais suisse. Et j'ai eu ma petite crise identitaire à ce moment-là, ça a fait très mal. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que je suis suisse. Et puis, en fait, j'ai les qualités qu'on associe à la Suisse. Et j'ai aussi des qualités qu'on associe à la Bosnie. Et je pense que j'ai essayé de prendre le meilleur des deux. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et
du coup, quand je suis revenue, crise d'identité passée, j'ai compris que ma vie, en fait, elle était ici. Et l'année passée, j'avais été très active pour ce qui avait trait au génocide de Srebrenica, certaines choses qui avaient lieu à Sarajevo, etc. Et l'année passée, j'ai fondé de manière un petit peu très informelle une commission dite Brassard Blanc, avec des jeunes qui étaient de la région de Preda. Aujourd'hui, c'est devenu... Aujourd'hui, c'est devenu simplement une association, j'en suis présidente, et ce qu'on milite, c'est contre des discriminations sur base ethnique, raciale, politique, peu importe qu'il soit question de Trésor, de Bosnie ou ailleurs. Et puis voilà, sur un plan très personnel, il y a des témoignages, mais aussi sur un plan très intellectuel, où on veut élever le débat et sensibiliser à ce qui s'est passé. Voilà. Peut-être regardez-moi une minute avant, je vous fais signe. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité de me présenter. Alors, je m'appelle Alejandro Gomez, je suis originaire de la République dominicaine et d'Espagne. Je suis arrivé en Suisse en 1985. J'ai fait ma scolarité à Genève et la Haute-Savoie. J'ai fait Relations internationales comme licence, Graduate Institute. Après, j'ai fait un master sur l'Union européenne à l'Université de Genève. Je me suis intéressé à l'Afrique à travers les relations Nord-Sud. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait pas mal de séminaires sur les dynamiques ACP, Union européenne. C'est ce qui m'a introduit aux problématiques africaines. De même que venant d'un pays du tiers-monde, un pays du Sud, j'avais des intérêts similaires avec les Africains. Et c'est progressivement que mon intérêt pour l'Afrique s'est développé. J'ai commencé ma carrière en 2006 à l'OMC. J'étais négociateur pour le groupe la CARICOM, Communauté Caraïbe. Je couvrais les négociations commerciales à l'OMC. Et à ce titre, j'ai pu participer à une série de groupes de négociations communs dans lesquels les pays africains étaient représentés, notamment le groupe des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais aussi d'autres groupes thématiques, comme le groupe GC33, pour la promotion de l'agriculture. Donc, c'est à travers les connexions, l'intérêt des connexions que j'ai pu développer mon intérêt pour l'Afrique. Et c'est à partir de là qu'un groupe d'amis issus du Graduate Institute, du IHUD, on a créé une association qui s'appelle Africa 21. On l'a créée en 2011, décembre 2011. Alors pourquoi Africa 21? C'est parce que nous pensons que l'Afrique est le continent d'avenir. Et le thème 21, en 2011, c'était l'un des thèmes phares. L'OMC parlait des 21st Century Issues, c'est-à-dire les questions, nouvelles questions phares du commerce international. Et c'est à ce titre-là qu'on a fait un lien. Un lien de développement durable aussi, considérant que l'agenda 21, qui remonte à 1992, à travers la conférence de Rio sur le développement durable, a mis en avant les questions du développement durable. Et c'est comme ça que nous avons créé Africa 21. Alors, c'est une association qui existe, comme je l'ai dit, depuis décembre 2011, qui a fêté ses 10 ans l'année passée. Nous avons organisé une grande conférence sur la zone de libre-échange continentale africaine et les opportunités et les défis pour le développement durable de l'Afrique. Africa 21, actuellement, c'est à la fois un think tank et un do tank. Donc, c'est une sorte de réflexion sur le lien entre les activités de développement durable des Nations Unies et les enjeux de développement locaux en Afrique. C'est à ce titre que nous organisons une série de conférences, séminaires, et que nous formons des journalistes thématiques de développement durable. Nous avons formé une vingtaine de journalistes égyptiens l'année passée. Là, actuellement, nous avons formé des journalistes maghrébins. Plus tard dans l'année, ça sera 3 ateliers sous-régionaux et on espère une formation à Genève, les JMJA comme nous appelons, les
journée mondiale du journalisme en Afrique. Ce sera probablement l'automne à Genève. Ça permettra de former les journalistes aux thématiques du développement durable et le lien avec la Genève internationale est bien évidemment évident, vu qu'il y a des agences comme l'OMS, le lien entre santé et environnement est aujourd'hui crucial. Il y a le lien, on parlait de la propriété intellectuelle et de biodiversité, protection de biodiversité. Il y a l'OMC, bien évidemment, le commerce et l'environnement. Il y a toute une série d'agences internationales qui ont un mandat, que ce soit environnement ou environnement lié au thème. Donc Africa 21 s'intéresse à tout cela. Donc actuellement Africa 21 a monté un projet en Côte d'Ivoire et c'est un projet de promotion d'entrepreneuriat et sera opérationnel dans les mois qui viennent. On espère qu'il pourra intéresser des partenaires financiers pour la promotion entrepreneuriale durable en Côte d'Ivoire notamment. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Je vais commencer déjà par remercier Zaïd. Ça a été incroyable de se rencontrer et de pouvoir te raconter un petit peu mon histoire et mon parcours. Surtout que la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Tu fais du crâne? Qu'est-ce que le crâne ?» Donc voilà, je vais vous expliquer, mais bien sûr avant, je m'appelle Alix Mwanza Miguel, je suis originaire de l'Angola. Je suis arrivé avec mes parents et mes 4 sœurs en 3. On est passé par l'Allemagne et les Allemands nous ont dit vous êtes un peu trop là, allez plus en Suisse, qu'est-ce qu'ils vont plus vous accueillir. Donc on est arrivé en Suisse, à Neuchâtel, je suis le Neuchâtelois. Et entre mes 17 ans et mes 18 ans, on a déménagé à Genève. Donc là, pour moi c'était très dur parce que j'ai dû déjà apprendre une langue qui n'était pas la mienne. Moi j'avais 11 ans, entre 10 et 11 ans quand je suis arrivé sur Neuchâtel. J'ai dû apprendre cette langue qui est le français, qui est une langue tellement dure et compliquée. Et ensuite, j'ai quitté mes premiers amis que j'ai rencontrés vraiment à Neuchâtel. Donc pour moi, ça a été vraiment un moment qui était très dur. Surtout qu'aussi que mon père a décidé de repartir en Angola. Parce qu'il était marin, donc c'était dur pour lui de rester. Il avait besoin de sa mère. Ça n'allait pas. Donc pour qu'on ait une meilleure vie, bien sûr, ma mère a décidé qu'on restait tous là et puis qu'elle prenne soin de nous. Donc pour moi c'était dur. Niveau scolaire c'était un échec parce que je ne suivais plus. J'étais déraciné. Entre Neuchâtel, l'Angola et maintenant je débarque dans une ville que je ne connais pas, à Genève. C'était vraiment très compliqué. Pendant toute mon enfance, j'étais tout le temps en mouvement. Ma mère m'a tout le temps dit, dès qu'il y avait de la musique, tu bougeais. J'étais tout le temps en mouvement, je dansais tout le temps. Mais pour moi, c'était pas sérieux, c'était juste un peu, on va dire, un hobby ou... Ouais, c'était pas sérieux. Suite à ça, j'ai décidé de plus pousser le mouvement, justement, plus m'y intéresser parce qu'il y avait que ça. Je vivais danse, je mangeais danse. Il y avait que ça. Là, je vous vois poser, pour moi, vous êtes déjà en train de danser. La posture est déjà dans une posture où j'imagine des trucs en théâtre. Et donc, j'ai développé en fait la danse debout, toutes les danses urbaines. Je m'intéressais un petit peu à tout. Et ensuite, j'ai rencontré la danse crump. J'ai vu un jour cette danse. Et cette danse, elle m'a vraiment parlé. Parce que c'est une danse déjà qui est tirée de toutes les danses urbaines, mais qui ressort en fait toute la frustration ou la haine, ou tout ce, on va dire, qui nous bloque dans ce monde un peu. Elle est faite pour s'exprimer, vraiment. Et moi, j'ai rencontré cette danse et j'ai dit, waouh, c'est ça que je veux faire en fait. C'est moi, en fait, ça me parle. Donc, j'ai commencé à partir à l'étranger, essayer de m'informer sur cette danse, d'où elle vient, pourquoi, comment. Donc, c'est vraiment une danse urbaine
qui est tiré des danses tribales africaines. Ils ont fait un mix avec les deux. Donc c'était parfait pour moi, c'était vraiment parfait. Donc après avoir poussé le mouvement, je suis parti aux États-Unis, je suis revenu, j'ai un peu voyagé un peu partout, je suis parti en Inde, au Brésil. J'ai un peu bougé pour pouvoir un peu prendre ce qu'il y avait. Et avec des amis ici sur Genève, on a décidé de fonder le mouvement Crump en Suisse et de vraiment pousser ce mouvement. Donc on a pratiqué. Tous les jeunes qui pouvaient nous voir ou nous rencontrer essayaient de venir vers nous. On a décidé de faire une seule équipe, on va dire, l'équipe suisse de Crump, on va dire ça comme ça. Donc on avait des Valaisans, on avait des Fribourgeois, et puis tout le monde descendait un peu sur Genève pour pouvoir pratiquer cette danse. Donc j'ai pu faire des championnats, comme il a pu le dire avant, où j'ai gagné les championnats d'Europe 2 fois de suite. J'ai jugé beaucoup d'événements et aujourd'hui je suis plus dans la transmission. J'aime beaucoup en fait enseigner à ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le même parcours que moi, ou qui sont désorientés, ou qui ont de la difficulté. Et moi, pour moi, c'est de leur montrer qu'avec le mouvement ou avec une passion, peu importe laquelle, si on y croit et on va au bout, ça peut se développer. Donc voilà un peu mon parcours. Maintenant, je suis cofondateur d'une compagnie de danse. Je suis plus dans les théâtres. Maintenant, j'aime beaucoup mettre la danse en forme scénique. Et voilà. Je suis arrivé ici en 2006 et je suis archéologue en tout cas. Alors, l'archéologie, justement, ça se met à la Bézarie, et désolé, j'ai oublié de vous remercier quand ils ont fait les autres. Alors, moi, à la base, j'étais cycliste professionnel et en faisant des exercices, c'est comme ça en fait que je voyais les sites archéologiques et ça m'intéressait, etc., etc. Et voilà, donc j'ai décidé en fait de faire de l'archéologie qui était quand même nouveau en Syrie à ce moment-là. Donc, je suis arrivé à Bâle en 2006 pour continuer mes études après avoir fait en fait une maîtrise à Damas, si on peut appeler ça comme ça. Après, j'ai commencé en fait un master à Bâle. Et en 2009, j'ai fini mon master en 2008. En 2009, j'étais en train de réfléchir où je peux aller parce que j'avais vraiment un blocage avec l'allemand à Bâle. Et j'avais pensé aller en France. Mais après, je me suis dit pourquoi pas, je reste juste en Suisse. Et voilà, et je pensais à Genève. Grâce à un professeur que j'ai rencontré à Damas. Et ça a marché. Et aujourd'hui, je considère ça comme vraiment la meilleure chose qui m'est arrivée. Alors depuis, je suis à l'université ici, j'ai commencé ma thèse, j'ai déjà fini ma thèse en 2016 et j'ai fait aussi l'enseignement. Je fais l'enseignement à l'université et j'ai développé un peu tout ce qui est Proche-Orient, qui n'était pas vraiment complètement intégré à ce moment-là. Donc, alors aujourd'hui, j'ai fini ma thèse et j'ai commencé un postdoc, après un deuxième postdoc, aujourd'hui je fais un troisième postdoc. Et voilà, parce que c'est une bourse, c'est plus facile à obtenir, c'est plus facile qu'un contrat de travail. Et depuis un moment, je me suis ouvert de plus en fait sur l'archéologie locale de Suisse. Parce qu'avant, moi je suis spécialiste du Proche-Orient, on faisait que le Proche-Orient, que le paléolithique du Proche-Orient, etc. On a des sites super magnifiques là-bas et on était tellement vraiment par ces grands sites. Mais depuis un moment, je me suis dit pourquoi pas, je commence à travailler local. Et ce qui est arrivé, je travaillais en fait sur des Suisses, sur des Suisses finalement, sur des sites suisses en Valais et aussi en canton de Vaud. Et alors ça m'a ouvert aussi les yeux à être plutôt polyvalent, de travailler sur plusieurs domaines, ce qui est aussi le cas en ce moment. Et dernièrement, je suis rentré en Syrie, voilà, pour faire le plus court possible. Et ça faisait vraiment 11 ans que je suis rentré en Syrie. Et là, je suis rentré il y a un mois, et depuis que je suis rentré, je suis vraiment là, je commence à parler, je suis un peu révolté, énervé, etc. Parce que je parle dans mon domaine, je parle pas en fait des problèmes économiques, de la situation des gens. Parce que tout simplement, en fait, on a oublié qu'il y a un peuple en Syrie sous le régime, si vous voulez, en fait. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides, énormément de projets, mais ça ne vise pas les gens qui sont la majorité en Syrie, qui vivent sous le gouvernement. En fait, c'est comme s'il n'existe plus ces gens-là.
ni par les aides, ni rien du tout. Il y a bien sûr la Croix-Rouge et les Nations Unies, mais vraiment minimum. Et pour parler plus précisément en fait, par rapport à l'archéologie, justement ce qu'on avait commencé juste maintenant à discuter, ça fait depuis 2011 et on entend parler, vous avez déjà peut-être beaucoup entendu parler, des grosses conférences sur la Syrie, les 3D, tout ce qui est virtuel, des conférences, etc. Mais tout est virtuel, ça reste virtuel en fait. C'est des millions et des milliards qu'on dépense. Par exemple, voilà, à Lausanne, il y a cette université qui travaille sur la restauration de l'Al-Shamir, c'est un temple à Palmyre. Ok, magnifique. Et ça fait en fait énormément, ils ont embauché énormément de gens, et ça reste en 3D. Donc voilà, c'est beau, ça peut tourner, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi j'étais à Damas, j'ai vu le manque vraiment qu'on a. Au musée en fait, ça c'est le musée national de Damas, c'est l'institut culturel la plus ancienne de Syrie et une des plus anciennes du Proche-Orient et du monde arabe. Et vraiment, il manquerait des échelles de 5 cm qui coûtent 2 € ou 3 €. Parce que voilà, l'État il a beaucoup de priorités. Voilà, il donne des choses, mais pas assez. Et donc, alors moi maintenant, c'est mon projet de aussi comment faire participer Genève à ces efforts. Et là, on parle culturel, on parle vraiment culturel, on parle pas politique. Et même s'il y a des gens en Syrie, même s'ils se sont payés sous sanction, mais il ne faut pas oublier que ces gens, ils sont là et ils crèvent de faim. Et on les a oubliés complètement, et dans le niveau culturel aussi. Donc, alors, comme Genève, c'était ma ville qui m'a donné et que je donnais aussi en même temps, alors voilà, mon projet maintenant, c'est de faire comment on peut faire participer Genève à ces efforts, qui sont plutôt des petits efforts. Hein. Ce ne sera pas voilà, la restauration des sites et qui... on va essayer de ne pas politiser beaucoup les choses, rester en fait au niveau humain et culturel et apporter quelque chose. Alors ça, c'est vraiment un nouveau projet, mais qui est mon projet de cœur en ce moment et qui m'intéresse le plus. Bravo, bravo. Donc, tout le monde a encore réveillé? Je pense oui, parce que c'était très intéressant. Donc, tout à l'heure, merci beaucoup à ça et je pense que toute cette expérience nous a fait remarquer qu'on est tous uniques. En fait, il y a des histoires très intéressantes. Je pense que si tout le monde ici commence à raconter ces histoires, donc il y a un moment que tu vois, toutes les histoires sont uniques et il y a vraiment des traits créatrices, je pense, dans tout le monde, donc des manières de découvrir de nouvelles choses. Donc, moi, mon cas, en tout cas, je suis née en Suède, donc j'ai vécu presque toute ma vie d'adolescence à Gävle, c'est une petite ville. Donc il n'y avait pas des expressos, pas des aubergines, il n'y avait rien d'international, donc on parlait que le suédois, on regardait l'anglais par la télé. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé les langues, donc j'ai commencé avec l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, donc j'ai commencé à voyager pour apprendre ces langues. Donc après, je suis allée à Bruxelles, donc j'ai commencé à voir donc, le monde international, voilà, des différentes choses qu'il y a au-delà des petites villes rustiques en Suède. Donc après, je suis venue à Genève pour faire un doctorat de relations internationales. Donc on a beaucoup, je vois qu'on fait un peu le même parcours à HUED. Et je me suis intéressée beaucoup aux situations des conflits armés, le travail des humanitaires. Donc, je commençais à faire mon doctorat sur ça. Après, j'ai vu une petite annonce d'un stage à l'Appel de Genève. Donc, c'est l'organisation qu'Elisabeth de Créoner a créée. Donc, je trouvais génial. Donc, en fait, l'idée, c'est de parler avec des groupes armés ou des acteurs armés qui contrôlent le territoire sur des questions humanitaires, donc pour faire respecter les droits des gens qui sont dans ces territoires. Donc, j'ai fait 16 ans à l'Appel de Genève. Après, donc, on m'avait parlé avec des collègues, on disait c'est bien le droit humanitaire, donc les situations de conflits, donc il faut protéger les civils. Mais il y a aussi des situations donc,
où c'est plus que la guerre en fait. Donc il y a des acteurs armés qui contrôlent la vie des personnes, mais qui ne respectent pas aussi des autres droits. Donc on disait voilà, donc il faut voir, voilà, il faut penser qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, parce qu'en fait, comme Genève, c'est la ville des droits humains, donc on a beaucoup qui travaillent sur ces thèmes ici. Donc on disait c'est l'endroit parfait en fait pour parler avec les groupes armés sur les droits humains, aussi pas que l'humanitaire. Donc on a créé Fight for Humanity et on a commencé petit à petit le travail. Donc là on est en train de travailler en Syrie. C'est vrai, on ne travaille pas dans les territoires de gouvernement. J'aimerais bien parler encore. Non, mais c'est vrai. Donc il y a comme une idée qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais, qui sont tellement horribles qu'on ne peut plus parler avec eux. Donc les conséquences, c'est pour les personnes qui habitent dans ces territoires. Donc ça soit sur le contrôle du gouvernement ou soit des contrôles sur les groupes armés. Donc nous, on a des projets contre les enfants soldats. Donc on travaille avec des acteurs armés pour changer les règles, pour travailler avec les centres de recrutement pour ne pas accepter les enfants, donc pour avoir de mieux systèmes pour éviter que les enfants entrent dans les rangs. On a un projet avec des enfants qui sont en détention, donc c'est des conditions horribles, voilà, en Syrie en général, mais dans les centres de détention, où il y a aussi les adultes, donc voilà, c'est des situations vraiment compliquées. On travaille aussi sur des questions de protection des héritages culturels, donc on n'est pas des archéologues, mais on travaille avec une équipe locale sur place qui fait la documentation. Donc il y a toutes les missions archéologiques qui sont parties avec la guerre, voilà. Donc on essaye à travailler donc avec l'équipe technique pour mieux préserver donc les artefacts qui sont là, pour aider donc à construire la cohésion sociale donc pour les populations après, parce qu'on pense que l'héritage culturel c'est quand même quelque chose qui peut diviser, mais il y a aussi beaucoup de potentiel pour réunir les populations après. Voilà. Chaque intervention mériterait tellement plus, mais c'est le format qu'on a choisi. Merci à toutes et à tous de vous y être un petit peu adaptés. Bon appétit, on va demander qu'on nous serve une discussion.